Bien, alors si tout le monde est rentré, on va peut-être pouvoir commencer le dernier atelier qui s'intitule Du contrôle au harcèlement dans le travail, le pouvoir du manager. Alors nous allons avoir 4 présentations. La première est la présentation qui va être faite par Odile Camus. La deuxième va être faite par Lexane Martin. La troisième va être faite par Odile Camus. Et la dernière par Kylian Duchemin, Tania Bersou et Odile Camus. Et c'est Kylian Duchemin qui présentera. Alors, cette communication, en fait, devait être assurée par Virginie Altos. Malheureusement, elle est malade, donc je prends la main un petit peu au pied levé. Alors, l'analyse du discours dans le champ du travail, proposition méthodologique et illustration à partir de récits de harcèlement. Donc, le point de départ, c'est le constat que l'entretien est un outil incontournable tant dans la pratique que dans la recherche. Les analyses de ces entretiens, la plupart du temps, se focalisent sur le contenu et uniquement sur le contenu, c'est-à-dire une réalité à laquelle réfère le propos, mais qui est posée comme extérieure à l'ici et maintenant de la situation de communication. On trouve souvent un complément avec des analyses automatiques, telles que TROP, qui nous permettent d'accéder à des indicateurs discursifs, mais enfin, ça reste du dénombrement sur un corpus entier et on ne peut pas forcément en faire grand-chose, il faut bien le dire. Alors, l'analyse de contenu, usage, intérêt et limite. L'analyse de contenu se focalise sur l'objet du discours ou le sujet. Rodolphe Guéguillon parlait du sujet. Oui. Objet, sujet du discours, enfin, de quoi parle-t-on? Donc, le dit. L'analyse à laquelle on va se référer plutôt ici, c'est l'analyse thématique dite du contenu, qui est une analyse de contenu catégorielle, sachant qu'il y a d'autres analyses, par exemple l'analyse propositionnelle de contenu, qui est peut-être plus ouverte comme procédure, mais qui est en même temps plus coûteuse, donc moins utilisée. Alors, l'analyse thématique du contenu, c'est une technique qui présente quand même certaines garanties d'objectivité, on va dire, exhaustivité, exclusivité des catégories thématiques, des critères de validité, fidélité, validité, transparence, qu'on s'efforce en général de respecter. Oui, bon. Ah, je suis déjà dans les résultats. Oui, bon. Allons-y. Qu'est-ce que ça donne, l'analyse thématique sur un corpus? Donc, on a pris des exemples issus de corpus sur le harcèlement moral au travail et d'autres exemples sur le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, thématique du harcèlement. Alors, avec l'analyse thématique, eh bien, on peut, par exemple, s'intéresser aux effets, aux émotions associées au vécu, mais c'est toujours à partir de ce qui est explicite. Le principe qu'il faut absolument respecter quand on fait de l'analyse thématique ou de contenu, c'est de distinguer le décrire et l'interpréter. La personne qui dit « j'ai été traumatisée », ce qu'on en retient, c'est qu'elle dit qu'elle a été traumatisée. On ne transforme pas ça en « elle a été traumatisée ». Or, c'est une confusion qui est souvent faite. Donc, on s'intéresse au contenu explicite, traumatisme, référence à quelque chose de profondément destructeur, blessure, c'est pareil, l'exemple qui est donné, une blessure qui est profonde, ou détruire une personne, voilà. Donc, des catégories thématiques construites à partir de l'explicite.
Sur le harcèlement sexuel, c'est pareil. Là, on peut construire une catégorie autour des conséquences sur la santé, mais bon, telles qu'explicitées par les personnes. J'en dormais pas, je me suis rendu malade, la peur également, les atteintes à l'estime de soi qui sont effectivement très fréquentes dans les deux corpus. Donc, limite de l'analyse thématique, la confusion entre description et interprétation, je ne reviens pas dessus, je l'ai dit, et le fait qu'on se focalise sur le contenu manifeste, explicite. Et c'est peut-être la principale raison qui va nous pousser à aller voir du côté du discours. Mon petit tableau qui compare l'analyse de contenu et l'analyse du discours. Le contenu, on s'occupe du dit, contenu extralangagier, on est sur l'explicite. Quand on fait l'analyse du discours, ce qui nous intéresse, c'est le dire. Et le dire, c'est quelque chose qui a pensé comme comportement, qui est construit en situation, en l'occurrence, un entretien face à un intervieweur psychologue et sur un objet qui est lourd, on va dire, dont il n'est pas facile de parler. Donc, cette fois, on s'intéresse à ce qui est signifié sans être explicité. Voilà, donc la signification dans son entier, si je puis dire. Le mieux, c'est d'illustrer. Ah oui, alors, une citation de Sapir. Quand un homme parle, nous dit-on, c'est qu'il veut faire part de quelque chose à quelqu'un. Nous serions bien avisés de ne pas fonder notre jugement uniquement sur le contenu explicite de ses paroles. Il faut lire entre les lignes, même si elles ne sont pas écrites en noir sur blanc. Bon, là, on est peut-être aux origines de l'analyse du discours, enfin, le début d'une interrogation sur la nature de la signification, finalement. La signification, elle est à chercher en grande partie entre les lignes ou sous les mots, et elle est profondément culturelle. Elle dépend de la situation. Alors, l'analyse du discours, c'est pareil, j'ai un peu dit tout ça. Marquer de la subjectivité du locuteur, intention de communication, la signification comme articulation entre de l'extralinguistique et du linguistique. On peut aussi poser les choses du point de vue de la pragmatique. S'intéresser au dire, c'est s'intéresser à ce que fait le sujet en parlant. Bon, voilà, ça, ce sont donc les éléments théoriques de base, je pense, sur lesquels nous nous accordons. Alors, donc sur ce même corpus, je pointe les grandes dimensions qui sont ressorties de l'analyse. En fait, le point de départ, c'est le récit. La personne, on lui demande de raconter ce qu'elle a vécu. Donc, on attend un récit. Et ce qui nous a frappé en premier lieu dans ces entretiens, c'est que justement, la structure canonique du récit, on ne la trouve pas. On ne la trouve pas parce que le rapport à la temporalité est problématique. L'entrée dans le récit est difficile. Là, on commence 5 minutes 30, 9 minutes, 18 minutes. Qu'est-ce qu'on trouve dans cet extrait ? Ça a commencé un petit peu à partir de là. À ce moment-là, c'est là que ça a commencé sérieusement. Ah, quand même, le placard, là, on a effectivement un élément qui nous permet de nous représenter la situation. C'est là que le placard a commencé. Mais ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est cette réitération du « ça a commencé ». Beaucoup d'entretiens se caractérisent par une entrée dans le récit comme ça, c'est-à-dire et maintenant, et voilà, et puis finalement, il n'y a rien qui vient. Il n'y a rien qui vient, on n'arrive pas à commencer vraiment, quoi. Ou alors, j'ai eu des moments où il y a eu des choses. Voilà. Bon, donc
qu'il y a quelque chose qui ressemble à du récit, on est dans du passé, on évoque des choses qui se sont passées, mais des choses, des moments. Hein. Donc, on n'arrive pas à nommer les choses. Temporalité cyclique, alors là, oui, là on a déjà des éléments qui nous permettent de comprendre la situation, mais la façon dont la chose s'exprime, donc chez Lisa à 6 minutes 30, harcèlement sexuel, il a mis la main sur ma cuisse pendant le long de cette demi-heure-là, donc toute la demi-heure, il a mis la main sur ma cuisse. C'est structure en chiasme, mais qui renvoie bien à une temporalité cyclique dont on n'arrive pas à sortir. Hein. La main sur ma cuisse, la demi-heure, la main sur ma cuisse. En même temps, l'énoncé qui ouvre et qui clôt cette phrase, il a mis la main sur ma cuisse, c'est tout à fait factuel, sans aucun marquage énonciatif, hein, comme extérieur. Donc on a des éléments qui font penser à un état de sidération. Alors je ne veux pas dire que la personne était en état de sidération quand elle a vécu ça, mais la manière dont elle le restitue témoigne de quelque chose là qui n'est pas résolu, quoi. Alors, la désignation du harceleur et des faits problématiques, on en a déjà eu un petit aperçu. Hein. On peut rendre compte de ce qui se dit autour de ça. Aussi bien harcèlement moral que harcèlement sexuel, on retrouve ces mêmes caractéristiques. Donc, on peut en rendre compte sous forme de modèle argumentatif. Hein. Donc, les faits, un verbe statif ou factif, et absence de patient. C'était des réflexions, des petites piques physiques, il n'y a ni actant ni patient, ou bien, là c'est le verbe qui transporte ce qui s'est passé, mais pour le reste on a un actant impersonnel, on vient, on arrive, on touche le bras, c'est même pas mon bras, hein, c'est pas mon bras. Il y a aussi, si on poursuivait sur le récit d'Amélie, il y a un vécu dont elle rend compte de manière tout à fait objectifiante, hein, le bras, etc. Le jeu actant, la mise en scène du jeu actant renseigne également sur la violence psychologique, hein, vécue par ces personnes. Donc, je me suis moi-même beaucoup rabaissée, etc. Donc ça c'est tout à fait complémentaire de l'analyse thématique par rapport à l'atteinte à l'estime de soi, donc qui s'exprime aussi bien de manière explicite que dans la mise en scène discursive. Et puis, autre exemple, alternance entre je et le harceleur, verbe déclaratif, propos dénigrant, donc une intériorisation qui est mise en scène là, des propos dénigrants du harceleur. Je me suis dit, si mon responsable d'agence me dit que je vais être nul en commerce, je me dis que je vais être nul en commerce. Je me suis dit peut-être, etc. Bon. Là, cet exemple-là, il est particulièrement intéressant. Donc ça, c'est le harcèlement moral. Dissociation du sujet. Ce qu'on observe dans cet extrait, c'est une alternance en fait entre un je, verbe déclaratif qui dit non, et un tu qui en fait réfère au jeu, hein, verbe factif fait de harcèlement. J'aurais pu lui dire non. Quand elle te dit « mets-toi à quatre pattes et gratte par terre », évidemment, je le fais pas, je lui dis non, et au final, tu le fais quand même, tu grattes par terre, tu fais des choses dégradantes, et tu peux dire non, on dit oui à tout. Voilà, donc pour conclure, ces quelques éléments illustrent l'intérêt de l'analyse du discours pour rendre compte d'un vécu traumatique, hein, d'une manière qui me paraît beaucoup plus convaincante, plus utile aux psychologues que ce qu'on relève simplement avec de l'analyse thématique. Alors, en conclusion, quelques mots sur la résilience, parce qu'effectivement, on observe des récits qui nous font penser à de la résilience, donc comme reconstruction narrative, c'est-à-dire que il y a toujours un problème dans la temporalité, mais certains récits sont néanmoins relativement structurés. Hein, et ça s'associe
à d'autres éléments qui nous permettent de supposer une résilience au moins en cours. Par exemple, nommer les faits. Simplement, le mot de harcèlement. Il a mis ce mot d'harcèlement. Ça fait du bien. Il y avait une case vide pour nommer les faits. Là, on a un mot. Et puis, le jeu qui se construit comme instance morale. Ça semble un indicateur assez efficace de la résilience. Je me suis dit, c'est vraiment pas normal. C'est de la récidive. C'est pas normal d'abuser de son pouvoir. C'est pas acceptable. Ça semble rien du tout, sauf que la majorité des victimes n'arrivent pas à se poser comme instance qui évalue moralement les faits. Et alors, résistance, résilience, on peut, oui, il y a quelques petites choses dans la littérature qui mettent quand même ces notions en question. En tout cas, en fait, c'est un cas, c'est Zoé, dans le corpus harcèlement sexuel. On a vraiment des particularités qui semblent pouvoir être interprétées en termes de résistance. Ça commence par une identification. Bon, il n'y a pas que Zoé qui fait cette identification, mais chez Zoé, c'est très vite et très efficace. Zoé, alors là, c'est harcèlement sexuel dans le cadre d'études faites dans un milieu masculin, en l'occurrence, études d'ingénieurs. Donc le milieu est très masculin, extrêmement sexiste, j'ai senti du sexisme. Bref, le problème avec l'entité harceleuse, c'est un problème politique, tout simplement. C'est un problème qui est lié au fait qu'il y a du sexisme. Et dans le corpus, en tout cas, le fait de percevoir le rapport avec le harceleur d'un point de vue catégoriel préserve justement de cette désintégration du sujet. Et puis, bon, pour finir, le fait de rapporter au discours direct une séquence. Alors, est-ce que la séquence a vraiment eu lieu? Est-ce qu'elle s'est passée comme ça? C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que la personne peut, au présent, raconter un moment qui aurait pu être difficile. Les remarques du prof qui me disait « Zoé, laisse le montage au garçon. Pourquoi je suis pas capable de mettre des câbles dans les trous? Il faut utiliser son pénis pour ça. » Voilà, donc je pense que dans ce cas, on a effectivement d'entrée une posture de résistance contre une maltraitance qui est interprétée non pas sur le registre interpersonnel, mais bien politique. Voilà, je vous remercie. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Nous avons 3 minutes de questions. Merci. Merci pour cette présentation. C'est Laurent. Je vois tout à fait le parallèle avec ce que j'ai présenté ce matin, notamment sur les silences, la présence dans les silences, mais c'est pas là-dessus que je vais t'emmener. Je reviens quand même sur la thèse que tu défends, parce que par exemple, tu sembles mettre en parallèle la prise en charge énonciative avec l'acte de résistance et l'opacité comme étant finalement le signe d'une posture passive. Et je me demande si finalement l'analyse de contenu, type de psychométrie, ne permet pas aussi d'apporter des éléments pour étayer l'analyse de discours que tu proposes à partir de ces éléments. Finalement, est-ce qu'il y a besoin d'opposer autant que tu le fais l'analyse de contenu et de discours? Est-ce que ça ne vient pas de manière complémentaire apporter aussi des éléments factuels qui étayent ton argumentaire, tout simplement? Oui, tout à fait. J'ai l'habitude d'utiliser trop en particulier, mais on ne peut pas s'en contenter. Il n'y a rien qui remplace ce travail sur les données. D'autre part, je n'associe pas, un certain type de marquage énonciatif avec une interprétation particulière. Quand je parle de politisation, par exemple, en fait, c'est l'ensemble que je considère. Okay. Là, évidemment, je passe très vite. Je vous donne les extraits comme ça, un petit peu en bloc, mais on peut les décortiquer à tous les niveaux. C'est une configuration de marques
qui permet d'aboutir à une interprétation. Bon, après, ça a été fait dans la littérature d'assimiler le « on » à une marque discursive du conflit. Mais voilà, je te suis là, sur la prudence. Merci. Bien. Merci pour cette présentation. Vous n'avez pas trop expliqué quels étaient ces entretiens, sur quelle était leur source, dans quel contexte vous avez recueilli ces témoignages. J'aurais voulu savoir si c'était des entretiens plutôt de type recherche ou des entretiens voilà, qui s'inscrivaient dans un dispositif particulier par rapport à ces victimes. Donc ça, c'était un élément de question. Et j'en ai un second. Dans les entretiens de conseil en orientation tout au long de la vie, avec des adultes notamment qui relatent des expériences professionnelles parfois difficiles, on trouve pas nécessairement la problématique du harcèlement, mais en tout cas des épisodes professionnels qui ont posé problème. Et souvent, on observe dans ce genre d'entretien des mouvements avec quelque chose de libérateur dans le fait d'exprimer quelque chose, de dire, même si c'est difficile à dire. Et souvent, ça se sent à la fin de l'entretien, par exemple, où on a l'impression qu'il y a une petite transformation, quoi. Il y a quelque chose qui se passe chez la personne qui est amenée à raconter ce genre de choses. Donc, j'aurais voulu savoir si vous trouviez aussi ce genre de processus dans ces entretiens-là. Alors oui, d'abord, il s'agit d'un corpus d'entretien fait dans un but de recherche, et présenté comme tel, et non pas d'intervention. Maintenant, à l'issue de ce travail, effectivement, on s'est dit que ça serait intéressant d'aller fouiller du côté des thérapies narratives. Il y a des choses qui se font. Bon, et là, on retrouverait peut-être des choses intéressantes également en orientation. Mais le fait de mettre en récit, surtout quand c'est difficile, mais là, avec 1 heure d'entretien, il y a quelque chose qui s'élabore, quoi. C'est en soi absolument... c'est à explorer comme piste thérapeutique, et je crois de toute façon que ça se fait déjà, surtout du côté du trauma. Bien, merci beaucoup pour les questions. Si vous voulez bien, on passe à la deuxième intervention, qui est l'intervention de Lexon Martin, et qui s'intitule « Dire l'ennui au travail, un entretien d'explicitation ». Bonjour à toutes et à tous. En effet, c'est l'intitulé de ma présentation. Et je remercie Odile qui a fait une belle entrée en la matière. Et justement, nous, on va parler de dire l'ennui au travail à travers la méthodologie d'explicitation. Alors, pour contextualiser un petit peu, l'ennui au travail, on en parle depuis 1937 avec les travaux de White et Langdon, qui constatent que 23% des travailleurs s'ennuient au travail, s'ennuient de manière sévère. Pourtant, c'est conceptualisé seulement en 2007 avec Rotlin et Werder, qui conceptualisent du coup le bore-out, qui est cet épuisement professionnel causé par une exposition prolongée à l'ennui au travail. Alors, en France, ça vient un peu tardivement, mais d'ailleurs à l'international aussi, dans la recherche scientifique. Et donc, c'est en 2011 que c'est médiatisé en France, avec les travaux de Bourrion et Trébuc. Et il y a un papier de bataille qui est assez intéressant et qui parle de la catégorisation qu'on donne à ces personnes qui s'ennuient au travail, puisqu'elles sont en fait catégorisées comme paresseuses, sans ambition, ne méritant pas de salaire, provocatrices. Et Gernet, en 2018, va un petit peu renforcer en parlant de honte et de culpabilité associée à l'ennui au travail, notamment à travers le contexte social, donc le chômage omniprésent, la valorisation de la productivité, la valorisation du burn-out, ce qui va venir du coup renforcer cette honte face à l'ennui au travail. Et enfin, en 2020, comme l'a dit Dora hier, du coup, la Covid, qui du coup a augmenté l'expérience de l'ennui pour beaucoup de personnes et remis en question le sens du travail pour les travailleurs. Donc finalement, l'ennui au travail, pour toutes ces raisons, il serait peut-être temps de s'y intéresser.
Et puisque, en plus, il s'agit d'une souffrance en soi, de s'ennuyer au travail, et le regard social implique une double souffrance, finalement, face à la situation. Donc cette double souffrance, elle entraîne censure et autocensure. Et du coup, l'idée, c'était de faire émerger l'indicible, ce qui était finalement censuré. Donc pour ça, on a adopté une méthodologie d'entretien hybride qui commençait par l'explicitation d'un moment singulier, particulier. L'idée, c'était d'amener le participant dans une position de parole incarnée. Alors, je ne vais pas trop revenir... Enfin, il y a peut-être des personnes qui n'étaient pas là hier, mais on a eu une belle explication de l'explicitation, du coup. Mais du coup, l'idée, c'était de l'amener à un état d'évocation avec des indicateurs notamment sensoriels pour rendre consciente des actions matérielles, mais aussi mentales, qui n'étaient pas forcément conscientes au départ. Et au fur et à mesure de l'entretien, on va suivre le fil conducteur adopté par le participant et on va dézoomer progressivement sur des situations plus générales et moins singulières. Donc on a rencontré 15 personnes, 8 femmes et 7 hommes d'une moyenne d'âge de 34 ans. Les entretiens duraient en moyenne 1h12. La plupart des participants étaient en CDI de 35 heures ou plus. Et en termes de catégories socio-professionnelles, c'est assez intéressant parce qu'il y avait à la fois des employés, donc 4 employés, 2 ouvriers, 2 cadres et professions intermédiaires intellectuelles supérieures, 4 professions intermédiaires et 3 personnes issues du secteur médico-social. Alors j'ai essayé de faire émerger 3 axes de l'analyse. J'ai oublié de préciser à cette diapo, du coup, que j'ai utilisé TROP du coup, pour les indicateurs langagiers et notamment interpréter avec Charodot, du coup, ces indicateurs langagiers. Désolée pour l'oubli. Donc, à l'aide de TROP et du coup de cette interprétation, 3 axes ont émergé, donc l'expression du temps dans le discours, la mise en scène discursive de la souffrance, et en 3e axe, l'expression de la déshumanisation et de l'impuissance dans le discours. Alors le temps dans le discours, déjà c'est le premier univers de référence avec plus de 1800 occurrences, et les références utilisées qui se rapportent au jour, notamment journée. Donc, juste, je m'ennuie, je fais autre chose, je subis ma journée. Et notamment aussi la référence « etc.» qui revient beaucoup et qui représente finalement des énumérations interminables qui mettent en scène l'ennui à travers le temps qui est lui-même interminable. En plus des univers de référence, on observe des connecteurs d'addition, des connecteurs de temps et des modalisations de temps qui sont en fait des marqueurs de temporalité qui mettent en évidence ce temps interminable lié à l'ennui. La souffrance est aussi mise en scène de manière discursive. Entracte. On observe des modalisations d'intensité qui sont très nombreuses. On en observe 33%. Et elles sont indénombrables, un peu, beaucoup, très. Elles ne représentent pas quelque chose de chiffrable. Et elles sont utilisées à degré fort pour les caractéristiques de l'ennui, donc en fait pour aller intensifier ce qui se rapporte à l'ennui ou ses caractéristiques. Par exemple, c'était très très long, très 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 long. Et à degré fait pour aller finalement atténuer les ressentis associés à cet ennui. Par exemple, je devenais un peu apathique. J'ai essayé de faire un peu le vide. Les adjectifs, il y a beaucoup d'adjectifs subjectifs, là encore 43%, mais là encore, ils sont utilisés comme intensificateurs de l'ennui et de ses caractéristiques ou atténuateurs de la souffrance. Par exemple, c'était des périodes de grand ennui ou un petit désespoir, une petite déprime. Donc en fait, tous ces indicateurs nous montrent une tentative de mise à distance
face à la souffrance, à la pénibilité du vécu. Et on l'observe aussi dans les pronoms utilisés. Alors, c'est majoritairement le je qui est utilisé, mais on a aussi une utilisation du il et du tu, comme procédé de dédoublement fictif. Par exemple, tu as l'impression que tu as tous les problèmes du monde qui tombent sur le dos, un peu comme l'exemple d'Odile tout à l'heure. Ou procédé de particularisation. Tu fais un coffret, tu réfléchis pas. Donc tous ces indicateurs mettent en évidence la tentative de prise à distance face à la pénibilité du vécu. Pour troisième axe, l'expression de la déshumanisation et de l'impuissance dans le discours. On observe des connecteurs de cause et d'opposition et des modélisations de négation. Alors pourquoi je souligne cela tout particulièrement ? Parce qu'ils sont caractéristiques finalement du style discursif qui est argumentatif. En fait, j'ai une assertion de départ qui est la situation, je m'ennuie, mais du coup connecteur d'opposition. Je suis impuissant face à cette situation, assertion de passage. Donc, connecteur de cause, je souffre et je suis déshumanisé. Par exemple, c'était très très long et pourtant on roulait sur les postes, donc c'était difficile. J'avais l'impression que je devenais un peu apathique, j'essayais de faire le vide, mais j'avais pas l'impression de décider, donc j'étais un peu obligée de devenir un robot. Voilà un petit peu la mise en scène discursive. Et notamment, ces modélisations de négation sont majoritairement associées à des quantités nulles. Donc personne pour l'absence d'humain, rien pour l'absence d'activité et aucun pour l'absence de sens. Par exemple, cette verbatim, à ce moment-là, ça n'avait aucun intérêt que je fasse mon travail parce que ça n'avait aucune importance. Donc, finalement, on retrouve à travers le discours des marqueurs d'impuissance et de déshumanisation. On retrouve des verbes factifs et statifs, et on a notamment 2403 occurrences pour le verbe faire. Donc on pourrait se dire finalement, le participant, il fait des choses. Mais si on va creuser un petit peu, on se rend compte qu'il est majoritairement utilisé à l'indicatif, et là encore associé à la négation et aux quantités nulles. Donc par exemple, il n'y a rien à faire. Pareil pour les verbes statifs, on a plus de 5000 occurrences du verbe être et plus de 2000 occurrences du verbe avoir. Mais là encore, le verbe être est majoritairement associé au ça. C'est de l'ennui. Comme je disais, c'est du vide. Ça est un être non animé et non humain. Et le verbe avoir est majoritairement associé au il y a. Là encore, l'événement se produit par lui-même. Je suis passif face à la situation, je la subis. Mais oui, il y a eu culpabilité, voire honte. Donc, il y a finalement un double processus d'impersonnalisation dans le discours. Et même dans le métadiscours, par exemple, avec cette verbatim, c'est de l'ennui, comme je disais, c'est du vide. Je ne peux pas progresser dans le discours, je ne peux pas aller plus loin dans l'argumentation, je ne peux faire que répéter. Donc, comme je disais, c'est du vide. Donc, à travers le discours, on peut observer une perte d'humanité et une impuissance. Les résultats étaient assez transversaux puisque tous les entretiens avaient le même style discursif argumentatif et la souffrance était omniprésente dans tous les entretiens. Pour terminer, on peut peut-être se questionner sur l'usage de l'explicitation comme outil thérapeutique puisqu'il a été très utile pour ces entretiens. Je vous remercie. Beaucoup, Lexane, pour ce timing parfait. Donc, nous avons 10 minutes de questions. Tu
m'entends? Oui, c'est bon. Oui. Super. Merci pour la présentation. Ça donne envie d'aller un peu plus loin encore, mais bon, peu importe. J'ai une vraie question sur l'interprétation, parce qu'en fait, tu mets en parallèle déshumanisation et impuissance, presque impuissance acquise dans la situation. Alors, je suis convaincu par l'impuissance. Les indicateurs que tu donnes sont assez intéressants. Par contre, déshumanisation, ça se traduit normalement par de la démentalisation, c'est-à-dire le fait de plus ressentir quelque chose dans la situation où on est déshumanisé. Or là, j'ai juste vu l'entretien sur l'avant-dernière ou la dernière slide, mais il y a beaucoup de références. Voilà, la honte, la culpabilité, sentiment de sécurité, et puis la référence continuelle à l'ennui sont des indicateurs de mentalisation, donc pas forcément de déshumanisation. Là, du coup, alors j'ai bien vu aussi les occurrences, je me sens comme un robot, etc., mais ça ne traduit pas nécessairement le ressenti de déshumanisation. Alors je voulais avoir ton avis par rapport à ça, et est-ce qu'il y avait beaucoup dans l'univers de référence, puisque tu es passé sous Trop, de référents justement aux affects, aux sentiments, aux émotions, ou pas? Merci. Oui, il y avait beaucoup de références aux affects et aux émotions. Donc, pour le coup, je pense que ça va dans le sens de ce que tu dis, dont l'ennui, mais pas uniquement. L'envie, par exemple, mais associée là encore à l'impossibilité, l'impossibilité de faire. Donc, je vais aller creuser de ce côté-là, si tu veux bien me donner la... Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Déjà, elle m'a beaucoup intéressée parce que le langage et le travail, ce sont mes premiers amours en termes de recherche, donc il y avait des choses qui se recoupaient. Je vais dire ce truc que je déteste, c'est plutôt une petite remarque qu'une question. Depuis ce matin, on parle beaucoup d'émotions, traces d'émotions sous un angle discursiviste. Je pense qu'il y aurait peut-être aussi à gagner, et là je mets ma casquette d'interactionniste, d'aller voir justement du côté de la littérature en analyse des interactions. Il se trouve que je travaille avec des gens qui justement analysent les émotions sous le prisme de l'interaction. Et il s'avère que le lexique, l'analyse du discours, c'est pas forcément suffisant parfois pour qualifier ou pour avérer la présence d'une émotion, impuissance, souffrance ou autre. Puisque en fait, si on fait une analyse multimodale, autant en termes de mots qu'en termes de syntaxe, qu'en termes d'intensité de la voix, qu'en termes de répétition par exemple, il peut y avoir des mots qui qualifient la souffrance sans qu'il y ait souffrance, et il peut y avoir des choses qui manifestent la souffrance sans que ce soit des mots à proprement parler. Et donc pour cela, je pense que tu gagnerais peut-être à aller voir ce qui se passe du côté des travaux de Guillaume Nassau, NA2SAU. Et pour ce qui est des modélisateurs, des atténuateurs, ce serait plutôt les travaux de Catherine Kerbrat-Orecchioni. Mais si tu veux, je te l'écrirai tout à l'heure. Merci encore. Est-ce que, je ne sais pas si je peux échanger, du coup, est-ce qu'il y a des choses sur l'ennui en tant qu'émotion ? Sur les travaux de Guillaume Nassau, je n'ai pas le souvenir tout de suite. Je peux regarder juste après. Et sinon, lui a toute une littérature assez bien étayée justement sur les différents types d'émotions et comment elles sont qualifiées. Voilà. Ok, parce que c'est difficile de trouver consensus sur cette émotion qu'est l'ennui et quelle valence on lui attribue et dans quel contexte et encore plus au travail. Donc merci beaucoup. Encore une petite question ? Deux même. Ah, il y avait... Je voulais savoir si... parce que l'ennui, il est donc exprimé, mais est-ce que vous avez regardé les causes intrinsèques ou extrinsèques qui permettraient justement de voir les causes? Parce qu'on peut s'ennuyer pour des raisons autres que le travail qu'on a ou pas à faire dans une entreprise. Et voilà, le côté un peu... je pense à la théorie de la motivation et du coup, je me dis que peut-être il peut y avoir des causes, des choses qui peuvent apparaître sur ces deux côtés. Oui, merci pour la question. Je suis ravie que vous la posiez. Parce que c'est une partie de l'analyse. On a aussi fait de l'analyse thématique
Et je ne pense pas l'avoir précisé, mais les personnes ont été recrutées selon l'un des critères d'inclusion, c'était de souffrir ou d'avoir souffert d'ennui au travail. Donc le terme souffrir était très important. Et en termes du coup d'analyse thématique, on a pu faire émerger à la fois des facteurs d'influence de l'ennui au travail, des conséquences et des stratégies qui ont pu être mobilisées pour y faire face. Et en termes du coup de facteurs d'influence, puisque ça semble être votre question, il s'avère que ce sont principalement des facteurs organisationnels qui ont émergé, dont par exemple le fait d'avoir peu d'autonomie, ou le fait d'être placardisé, ou le fait d'être isolé socialement et ou géographiquement de ses autres collègues. Donc, les facteurs motivationnels, en tout cas, n'ont pas émergé. J'ai une question sur l'amorçage. Du coup, les questions de départ, c'était qui racontent une situation où s'ils ont vécu l'ennui, c'est ça? Alors, ça commence par un contrat de communication. Du coup, on se met d'accord sur les modalités de l'entretien, mais je pense que vous connaissez. Et puis après, je leur propose, maintenant, si vous êtes d'accord, je vous propose de vous replonger dans un moment au travail où vous êtes ennuyé. Essayez de vous remémorer complètement le moment et vous me dites quand c'est bon. Et après, du coup, il commence, ou alors il y a difficulté à commencer. Donc là, il faut mettre en place des stratégies pour aller contourner finalement ces résistances. Mais du coup, oui, on commence par un moment spécifique d'ennui au travail. Ok. Du coup, moi, je me pose toujours la question de me dire, bon, on l'amène sur en fait, la thématique qu'on veut qu'ils abordent, et c'est la façon dont ils vont s'approprier cette thématique. Mais est-ce que c'est vraiment des indicateurs qui vont être de l'ordre de cette problématique ou de l'appropriation de cette problématique, et donc du coup une expression des émotions qui sont liées à ça, mais ça ne sera pas forcément des indicateurs propres à la thématique en elle-même? L'idée, c'était exploratoire, c'était d'aller comprendre qu'est-ce que l'ennui au travail sous ses diverses dimensions. J'ai oublié une partie de votre question. Non, mais voilà, parce que en fait, ça me fait penser aux travaux. Je me rappelle de cet article de Blanchet de Mirabel-Saron qui travaillait sur la négation. Et alors, il se posait la question au départ si c'était un indicateur de la dépression. Et donc, ils avaient interrogé des patients qui rentraient à l'hôpital, qui sortaient. Ils avaient comparé qu'en effet, il y avait beaucoup plus de négation au départ dans leur discours, d'expression de négation, comme une négation en fait de leur état, et à la fin, en sortant, ils affirmaient plus. Donc, il y avait moins de négation, et donc ils concluaient que c'était peut-être un indicateur, en effet. Et puis après, ils ont refait l'expérience avec des sportifs de haut niveau, en interrogeant donc avant et après pendant une ascension, et donc dans une situation très dégradée physiquement. Et en effet, ils reproduisaient les résultats où il y avait beaucoup plus d'indicateurs de négation pendant ces périodes-là que après. Et donc, en fait, ils expliquaient que non, c'est du coup la dégradation, par exemple, physique ou psychologique qui amène à produire plus. Donc voilà, c'est là-dessus où je me dis, c'est révélateur sûrement de certains états. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un seul indicateur, c'est un ensemble, un système, une structure, on pourra appeler ça un programme ou autre, d'indicateurs ou de marqueurs qui viennent dénoter de certaines émotions liées à, par exemple, un récit d'ennui. Oui, si c'est ça, c'est parfait, parce que c'était l'objectif d'aller comprendre finalement le continuum entre ennui au travail et bore-out, c'est-à-dire situation tellement de souffrance que j'en suis épuisée. D'ailleurs, beaucoup des participants ne sont plus en poste, ont démissionné ou autre raison. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'aller comprendre quel continuum il y a éventuellement entre les deux. Donc, merci.
Bien, merci pour toutes ces réponses. Nous sommes dans les temps. On va passer à la communication suivante qui est proposée par Odile Camus et qui s'intitule Le managérialisme, langage idéologique prototypique. Bon, pour les 2 dernières communications, hein, nous changeons d'univers. Nous allons aborder des questions idéologiques, politiques, bien sûr accrochées au langage. Alors, le managérialisme, langage idéologique prototypique. Le managérialisme est défini par Klikauer comme idéologie issue du management qui s'est étendue à la société civile, qui traverse les discours de décideurs de divers horizons, dénués de contenu politique. Ça, c'est intéressant, on reviendra dessus, bien sûr, ça pose question. Donc, le profit serait le seul objectif. Et Klikauer parle de langue managérialiste, mais en fait, il fait un travail de philosophe et il ne propose pas d'analyse empirique qui nous permette de cerner objectivement ce que c'est que cette langue managérialiste qu'il se contente de relier à des choses finalement un petit peu attendues, la compétition, le profit, etc. Alors, pour essayer de savoir si le managérialisme peut faire l'objet d'un travail scientifique, si ça correspond à quelque chose d'un petit peu étayé. On est allé voir du côté de l'idéologie et du côté du discours idéologique, donc un terrain qui en soi est déjà un petit peu difficile, si ce n'est quand même que aux origines de l'analyse du discours, formation discursive et formation idéologique étaient à peu près interchangeables, donc il y a bien une tradition en la matière. On peut également aller chercher ailleurs, en l'occurrence dans cet ouvrage de Klemperer 1947, la Lingua Tertii Imperii, sur la langue nazie, la langue du Troisième Reich, qui est devenue une référence ces dernières décennies. Sous le mot isolé, c'est la pensée d'une époque qu'on découvre. La pensée générale où se niche celle de l'individu, la seconde étant influencée, peut-être même guidée par la première. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce sous le mot isolé. Parce que ce que va décrire Klemperer, j'illustrerai éventuellement s'il y a des questions, mais je ne le fais pas parce que sinon je n'aurai pas le temps. Ce que veut dire Klemperer, c'est que l'outil de diffusion le plus efficace de l'idéologie nazie, ce n'était pas les grands discours de propagande, c'était ces usages dans les mots les plus courants qui se modifiaient et ça se passe dans les conversations quotidiennes. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Ça rejoint ce que Jacques Ellul appelait la propagande diffuse, par exemple. Et c'est tout à fait cohérent avec ce qu'une certaine tradition a dit pour parler du discours idéologique et de l'idéologie, imposer sans en avoir l'air, puisque ce sont des évidences, les évidences comme évidences. Donc, les évidences idéologiques, par définition, ne s'explicitent pas. Voilà. Ce qui nous oblige évidemment à faire la différence entre l'idéologie dominante et les idéologies minoritaires. Une idéologie minoritaire ne pourra jamais s'affirmer si elle n'explicite pas ce qu'elle a à dire. Donc, un certain contenu politique. Alors, idéologie dominante, pour essayer de définir la chose, nous nous référons notamment à De Conchy, parce qu'il analyse l'idéologie plutôt comme une modalité de traitement de l'information. Après, on peut également aller voir du côté des sociologues, articuler sociologie et psychologie sociale pour penser la fonction de l'idéologie dominante qui est la reproduction. Voilà. Donc oui, petit exemple de discours idéologique.
comment ça marche sous les mots discours idéologique. La France est un pays qui pense, il n'y a guère une idéologie dont nous n'avons fait la théorie, nous possédons dans nos bibliothèques de quoi discuter pour les siècles à venir, c'est pourquoi j'aimerais vous dire, assez penser maintenant. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut pointer? On peut pointer simplement l'univers de référence qui se construit à partir de ces associations lexicales. Pense, idéologie, théorie, bibliothèque, discuter, tout ça c'est dans le même sac et il faut jeter. Hein. Voilà. Donc l'anti-intellectualisme est une caractéristique de toutes les idéologies dominantes, je crois. Avec également une heuristique qu'on peut convoquer, sans quoi c'est incohérent, une heuristique partagée, une évidence idéologique. Quand on pense, on n'agit pas. Il y a opposition entre penser et agir. Et bien sûr, ce qui est bien, c'est d'agir. Voilà. Cela étant, ce propos nous paraît illustrer ce qu'on appelle l'idéologie néolibérale. Alors, le managérialisme, par rapport au néolibéralisme, ce qu'on trouve dans la littérature, c'est l'idée que, chez certains, que le managérialisme est une intensification, une extension du néolibéralisme. Oui, peut-être. En tout cas, ce qui est à noter, c'est que l'absence de programme politique le rend clairement différent du néolibéralisme. Les citations sont intéressantes, là, c'est donc un économiste en l'occurrence, mais il y a une espèce de convergence, quelle que soit la discipline d'où on part. Quand il est question d'idéologie dominante, de fait, il y a une remarquable convergence des productions. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est la visée de contrôle. Pour le managérialisme, l'extermination des démocraties est un effet secondaire plus que bienvenu. Donc, une visée de contrôle, on n'a pas besoin de contenu pour ça. Et puis, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que, à la différence du néolibéralisme, le managérialisme est un langage de décideur. L'homme de la rue ne le parle pas. Alors, on a constitué un corpus très hétéroclite. Très hétéroclite. Neoma Business School, Normandie Université, les vœux du président de la République, et puis quelques petits autres textes du président de la République. Et puis trois documents qui viennent d'ONG. Et on a essayé de voir si on pouvait effectivement trouver des caractéristiques récurrentes dans tous ces documents qui n'ont rien à voir a priori. Alors, les dimensions de l'analyse, en fait, on va les retrouver avec l'exposé des résultats. Mais vous voyez qu'on est sur le lexique, on est sur de l'analyse du discours, de l'APD, et puis une recherche ciblée sur certains éléments, par exemple, ethos de toute puissance. Ça, c'est en rapport à ce qu'on est en droit d'attendre, vu la manière dont est défini le managérialisme. Alors, ici, le lexique, tout ce qui est souligné, ce sont les termes qu'on trouve à n'importe quelle place, finalement, dans les propositions. Action, enjeu, impact, modèle. Je crois que ce lexique n'a rien d'étonnant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tout interchanger. Ça a l'air toujours cohérent. Vous pouvez tout mélanger. Ça a toujours l'air d'avoir du sens. Il faut souligner aussi le côté guerrier, enfin le fait qu'on est massivement dans un lexique guerrier, objectif, etc. Et à cet égard, Macron va particulièrement loin puisqu'il utilise réarmement à toutes les sauces dans son discours pour les vœux de 2024, réarmement économique, réarmement civique, réarmement de notre souveraineté européenne, réarmement de la nation, réarmement de l'État. Voilà. Et c'est curieux parce que quand on entend le discours, on ne s'en rend pas compte. Notez aussi au niveau des prédicats qu'on est beaucoup plus fréquemment dans le vouloir agir que dans l'action elle-même. Bref,
ça ne dit rien, quoi. Ce discours ne dit rien, mais il produit des effets. Alors, il y a des énumérations qui sont relevées d'ailleurs par d'autres, par Labbé qui a fait un travail sur le discours de Macron, un travail lexicographique sur le discours Macron, qui a relevé ces énumérations. On les retrouve partout dans le corpus. Hein. Donc des phrases qui sont extrêmement longues, avec un seul verbe conjugué, on n'a pas le temps de comprendre, même en lisant on ne peut pas comprendre. Et puis des énumérations de substantifs a priori sans rapport, bon, positionnement hybride, mêlant créativité, management et digital. J'ai beau réfléchir, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Et alors Macron est très fort. Vous aurez au mois de juin prochain, oui, donc c'était avant les législatives, à vous prononcer sur la poursuite de ce réarmement de notre souveraineté européenne face au péril, arrêter la Russie et soutenir les Ukrainiens, ou céder aux puissances autoritaires en Ukraine, continuer l'Europe ou la bloquer, poursuivre la transition écologique et productive ou revenir en arrière, affirmer la force des démocraties libérales ou céder aux mensonges qui sèment le chaos. Voilà, c'est Macron. Il manque le raton laveur. Quand il énumère des substantifs, bon, c'est plus bref, mais c'est pareil. Retour à la guerre, peur du retour à la guerre, du déclassement, de la perte de contrôle. Il est où le problème, quoi? Bon. Et c'est pas fini. Il y a aussi les phrases qu'on a appelées 2I, impactantes, insignifiantes. Bon, bah là encore, arrêtons-nous simplement sur Macron, qui est de fait le chef en la matière, car la force de caractère est la vertu des temps difficiles. Ça fait sens, mais ça n'en a pas forcément. Bon, on a un certain nombre on a relevé un certain nombre de termes, expression du devoir et de la nécessité. Ce registre-là est là pour illustrer le fait que c'est un discours idéologique, et en tant que discours idéologique de l'idéologie dominante, il a pour conclusion il n'y a pas d'alternative. Hein, voilà. La rationalité scientifique, alors ça c'est la légitimation passe par la rationalité, hein, et puis la rationalité en plus elle permet de conforter le fait qu'il n'y a pas d'autre solution. Beaucoup de chiffres, hein, c'est très riche de ce côté-là, un lexique qui emprunte un petit peu à la méthode scientifique. Le changement, alors c'est pareil, bien sûr, il y a un lexique relatif au changement qui est assez important, mais en fait, il s'agit toujours d'adapter l'existant, hein, pour pouvoir le faire perdurer. Hein. Quand vous voyez démocratisation, on va démocratiser, bon, c'est pas démocratique. Ah. Le ethos de toute puissance. Alors, là, oui, là, on s'est intéressé aux actants. En fait, dans le premier tableau que j'ai présenté, il y avait actant, prédicat, objet, circonstant. Il n'y avait pas d'acté, bénéficiaire. Parce qu'effectivement, tous ces discours sont étrangement pauvres en patients bénéficiaires de l'action. Tout est impersonnel du côté des patients. Et finalement, au niveau des actants, c'est aussi souvent impersonnel. L'actant principal, c'est un nous dont les frontières ne sont pas toujours faciles à délimiter, mais qui réfèrent plutôt à l'organisation. Alors, on humanise ce sujet organisationnel, mais il y a beaucoup de tournures passives sans agents, hein, qui mettent en œuvre les actions. D'autres procédés qui pourraient être illustrés, bien sûr. Mais voilà, je crois qu'il vaut mieux s'arrêter là encore sur Macron. Donc, passif plus synecdote. Alors ça, c'est pas extrait des vœux, c'est extrait c'était autour de la réforme des retraites. Cette réforme est-elle acceptée? Donc passif, hein, à l'évidence non, et malgré les mois de concertation, un consensus n'a pas pu être trouvé. Il n'y a aucun actant là-dedans. Hein. Plus généralement, c'est une colère qui s'est exprimée
Voilà, nous, nous les opposants à la réforme, nous sommes une colère. Bon. Donc, effacement. Et ça, c'est vraiment une stratégie qu'il poursuit, qui est à peu près présente partout. Hein. Oui, bon, et puis... non, bon, la deuxième, allez, on passe, parce qu'il y en a encore une plus belle après, oui, celle-là. Bon, il y a un certain nombre d'éléments donc on peut interpréter comme participant de la construction d'un ethos de toute puissance. Alors notamment toutes ces expressions de la puissance, les occurrences. Alors j'ai pas passé les corpus à la moulinette de trop quoi que ce soit, mais fortement la force, c'est impressionnant. J'ai jamais vu autant de fois ce mot-là dans des textes, là encore, qui n'ont rien à voir, a priori. Donc, la puissance qui émane de cette source à peine désignée. Et ça va jusqu'à cette phrase, là encore, qui peut passer inaperçue si on écoute simplement les vœux du président de la République, mais qui fait froid dans le dos quand on s'y arrête. La volonté de quelques-uns peut abattre toutes les fatalités. Je ne l'ai pas inventé. Ça se trouve, voilà. Hein. Donc, visée de contrôle, contrôle et visée in fine totalitaire. Hein. Ce management. Ah oui, quand même, explicitation des objectifs. Oui, je m'arrête juste. Oui. Explicitation des objectifs quand on cherche quand même des éléments de contenu qui veulent dire quelque chose. Voilà, pour résumer. Hein. Eh bien, l'ensemble du corpus met en avant une visée qui est une visée clairement publicitaire, quoi. Impacter, être visible, etc. Promouvoir la marque Université de Rouen. Bon, on est un petit peu habitué à ça, mais n'empêche que. Hein, que cherche-t-on par toutes ces mesures qu'on prétend mettre en œuvre? Tout simplement impacter. Voilà. Impacter. Pourquoi faire? Pour quelle société? Eh bien, je crois, de toute façon, je pense que il faut que je m'arrête. Hein, oui. Donc, dans ce cas-là, je vais... Oui. Une citation de Goebbels particulièrement adaptée pour rendre compte de cette visée. Nous ne parlons pas pour dire quelque chose, mais pour produire des effets. Hein. Et du point de vue de la cible, on a... c'est Kylian qui va prendre le relais, mais la personne qui entend ce genre de discours ne peut pas comprendre. Ne peut pas comprendre et ne va pas mettre en cause le discours lui-même, mais ses propres compétences à comprendre. Donc l'insignifiance au service de l'aliénation, et on peut finir avec Hannah Arendt, pour le coup. Le sujet idéal du règne totalitaire n'est ni le nazi convaincu, ni le communiste convaincu, mais l'homme pour qui la distinction entre fait et fiction et la distinction entre vrai et faux n'existe plus. Dans de telles conditions, le rapport au monde comme création humaine est brisé. Voilà. Et bon, le managérialisme, comme antithèse du politique, semble particulièrement adapté pour atteindre ce but totalitaire. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci Odile. Il nous reste juste 2 petites minutes, donc éventuellement une question. C'est une question qui ouvrait sur quelque chose de mon avis à développer, mais toujours moi, je suis désolé. C'est bien, après avoir vu que derrière le vide se cachait quelque chose, on vient de voir que derrière quelque chose se pouvait se cacher le vide aussi, donc c'est intéressant. J'aime bien le yin yang, moi. Mais ce qui m'intéresse, je ne connais pas cet auteur, alors que tu as l'air de dire qu'il est très connu, c'était Clem Ferrer, et tu disais en fait finalement que dans l'usage de la propagande, il y avait l'évolution du contenu de certains mots qui permettaient finalement, je l'imagine, de redéfinir le réel. Est-ce que ça illustre pas forcément ce que tu as présenté, cette idée-là? Alors je voulais que tu m'en dises un peu plus de cet auteur et puis de ce que tu parlais tout à l'heure de l'analyse de l'évolution de l'usage des mots dans la propagande nazie. Ouais, c'est ça. Et je voulais voir, en fait, j'ai pas vu le lien entre ce que tu as présenté après et cette référence-là, je connaissais pas. Donc je voulais voir si tu pouvais en dire un mot ou deux. Oui, bien sûr. Alors, le lien,
on ne peut pas le faire directement quand même, parce que dans l'analyse de Klemperer, il ressort du contenu nazi, finalement. Par exemple, fanatisme. Voilà. Le mot fanatique existait en allemand avant les nazis. Et avec le même sens qu'en français, donc une connotation plutôt négative, associée au fanatisme religieux, etc. Et dans la langue nazie, alors bien sûr, la propagande de masse n'est pas sans jouer un rôle. Donc on commence effectivement avec des expressions qui utilisent fanatique de manière un petit peu inhabituelle. Nos troupes combattent fanatiquement. Donc petit à petit, fanatique va prendre une connotation positive. Et dans les échanges courants, les Allemands entre eux, bien sûr, ils parlent la langue qu'ils entendent. Donc ils vont se mettre à utiliser aussi fanatique avec cette connotation positive. Et ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a tout un lexique qu'on peut analyser un petit peu avec la même perspective, ce qu'il y a derrière, c'est l'anti-intellectualisme, là encore. Voilà. Alors, je ne peux pas donner d'exemple comparable avec le managérialisme, justement parce que les mots sont creux. Les mots sont creux, il n'y a pas d'idée politique. La signification de courage politique. Le vocabulaire guerrier que tu soulignais tout à l'heure, est-ce qu'il ne prend pas justement dans l'idée, je ne sais pas, je ne vais pas traduire ses idées, mais dans le discours de Macron, force de valeur morale et de courage politique, est-ce que c'est pas justement une illustration de ce que tu dis? C'est-à-dire l'évolution du vocabulaire guerrier qui est connoté négativement en quelque chose qui devient vertueux? Oui, mais en fait, c'est juste, si on cherche à quoi ça réfère, on va trouver la puissance et la domination. Mais il n'y a pas d'idéologie politique qu'on puisse vouloir imposer. Ce qu'on veut imposer, c'est la domination, point. Oui. Bien. Peut-être qu'on peut aussi se poser la question des effets, parce qu'effectivement, il y a des effets immédiats, mais est-ce que les effets produits sont ceux qui étaient imaginés au départ? Quand on voit le résultat aujourd'hui de ce langage creux et tout ça, est-ce que ça provoque finalement dans la société? Est-ce que c'était exactement les effets qui étaient escomptés? Ou est-ce que ça a dérapé, un peu comme le budget du gouvernement, dans quelque chose qui n'était justement pas maîtrisé? Bon, ce serait bien prétentieux pour moi de réussir de proposer une réponse. Je peux pas dire. Je voulais quand même dire quelque chose. Bon, enfin, l'effet... oui, c'est la montée de l'extrême droite, quoi. Nous, dans nos échanges, on croit que là, il y a vraiment, ça va avec la montée de l'extrême droite, ça va avec la dépolitisation. Les idées politiques, ça n'appartient plus à aucun gouvernement. Les idées politiques, ça concerne quelques gauchistes qui s'amusent, je sais pas. C'est ça, c'est la dépolitisation, c'est la fin du politique. J'avais prévu un peu de développer, mais ça aurait été trop long. Ce qui est en jeu, c'est ça. Oui, vas-y, bien sûr. Merci. On travaille ensemble sur ce sujet. Justement, je souhaitais revenir sur vos deux questions, en fait. Et ça revient un peu aux commentaires que j'ai essayé de faire hier et que j'ai lamentablement échoué. Mais l'idée derrière, effectivement, c'est de voir que Klemperer, ce que lui montrait, c'est que les nazis avaient réussi à transformer des mots qui étaient perçus, y compris très négativement, et qu'ils avaient réussi à les transformer pour servir leur idéologie et leur donner une connotation qui était très importante. On voit par exemple la montée de l'importance du Maurras, qui a été au cœur vraiment de leur idéologie. Ce qu'on essaye de développer autour du managérialisme, c'est justement qu'on arrive à créer une idéologie presque pure de la domination, qui a pour but simplement de porter une domination, peu importe le contenu qu'on va faire passer en dessous. Et là, on pourra créer tout un tas de concepts qui sont complètement vides ou qu'on va tordre pour en modifier leur sens et s'en servir afin de porter simplement un discours de gestion ou qui invite à la soumission. On peut penser par exemple à l'islamo-gauchisme qui a été créé de toutes pièces simplement pour dénoncer les intellectuels et qui était bien sûr vide de conceptualisation.
Mais sinon, l'exemple qui me parlera le plus actuellement, c'est il y a 2 semaines, lorsque notre nouveau ministre de la Recherche a été nommé, il a tout de suite publié un communiqué pour dire que pour protéger la liberté académique, il fallait censurer les académiciens qui parlaient de la crise palestinienne. Bref, on voit qu'un terme sera pris et va être utilisé pour en dire le contraire de ce qu'on cherche à en dire. Je pense que ça doit peut-être répondre. Bien. Moi, je voudrais peut-être ajouter qu'il y a un projet de résolution qui va être proposé par plusieurs députés, justement, visant à contrôler ce que doivent dire les universitaires. Et je vais enchaîner, évidemment, en présentant la dernière communication qui s'intitule « La construction du destinataire d'un discours politique, confrontation entre mise en scène managérialiste et polémique ». Et donc, il s'agit de Kylian Duchemin qui va nous faire cette présentation. Merci pour cette présentation. Du coup, je vais essayer de faire à bref, mais en ayant à peu près tout quand même qui soit exprimé. Donc, effectivement, là, je vais vous présenter un travail collectif qui s'intéresse justement à la réception de 2 discours, l'un qui serait donc mise en scène de façon managérialiste et l'autre polémique. On va revenir sur ce qu'on veut dire par là. Donc d'abord, effectivement, c'est un travail qui s'inscrit dans un contexte, c'est-à-dire une question qui nous anime, c'est quels sont les facteurs socio-psychologiques qui participent au déclin des démocraties, et notamment la question de la transformation du politique dans les discours. Et donc pour ça, nous, on essaye de construire en fait un protocole pour explorer l'impact de la mise en scène discursive sur le traitement du discours et la construction de l'image de la source. Et effectivement, on part de l'hypothèse qu'il y aura un impact, normalement, de la mise en scène discursive. Donc, une hypothèse qui est appuyée effectivement empiriquement, puisqu'on voit qu'il y a des indices périphériques langagiers qui vont effectivement influencer le traitement d'un message. On peut avoir comme exemple les marquages adverbiaux dans Coppola et Camus en 2012. Et donc, ce qui peut expliquer effectivement cette influence de la mise en scène, c'est la notion finalement de filtre cognitif de Doncouchi, qu'on va retrouver finalement aussi dans sa définition de l'idéologie, comme une position cognitive particulière qui va donc effectivement teinter le traitement d'un message. Mais pour étudier l'influence de la mise en scène, il faut quand même contrôler l'influence du contenu. Donc pour construire 2 discours qui communiquent effectivement le même contenu, mais aussi éventuellement éviter le parasitage d'un contenu qui serait trop polarisé, on s'est basé notamment sur les valeurs personnelles de base de Schwartz, qui sont des représentations cognitives d'objectifs souhaitables et transsituationnels. Et effectivement, il y a certaines valeurs qui vont se retrouver davantage à droite du discours, comme la sécurité, et d'autres à gauche, comme l'universalisme. Donc on a dû choisir un sujet qui permet de mentionner des arguments en lien avec des valeurs de l'ensemble du spectre, et donc on a choisi la réindustrialisation pharmaceutique. Et à la réception, là-dessus, effectivement, nos participants, que ce soit à la lecture ou à l'écoute, on a retrouvé effectivement des participants qui voyaient les 2 discours comme centristes, parfois centre-droit, centre-gauche. Donc on a en tout cas effectivement cet effet. Donc, de quoi on parle quand on parle de mise en scène discursive ? Donc on a déjà eu beaucoup d'éléments sur la mise en scène managérialiste. Donc effectivement, ça va être un discours qui se veut objectif et consensuel, où la source expose une action nécessaire à une cible passive. Ensuite, pour le polémique, on va avoir un discours qui se veut subjectif et dissensuel, où la source expose une action possible à une cible active. Mais avant de voir un petit peu comment est-ce qu'on a construit notre matériel, je vais vous parler de notre méthodologie pour étudier la réception. Donc, on a fait une méthodologie qualitative avec 4 entretiens d'à peu près 1 heure. Vu qu'on savait qu'on aurait peu de participants, jusque-là, on a pris des critères d'inclusion assez stricts, d'une certaine façon. On a choisi donc de recruter uniquement des hommes cadres de plus de 30 ans. Et on s'est retrouvé avec 2 personnes qui se situaient plutôt à gauche du spectre politique et 2 plutôt à droite. Donc, les entretiens, ça a commencé donc par l'écoute d'un des 2 discours, qui était lu par une IA, qui avait une voix relativement naturelle. Les participants étaient au courant que c'était lu par une IA, sous couvert d'avoir une source qui serait anonyme. Ensuite, on leur a posé des questions sur le discours,
puis et aussi sur la source. Ensuite, il y avait la possibilité de lire le discours pour leur demander s'ils n'avaient pas potentiellement des commentaires en revenant sur les questions. On essayait d'aller un petit peu plus loin sur la construction de la source. Et enfin, leur poser des questions sur leur positionnement politique. Et donc, ensuite, pour l'analyse, on est passé effectivement par TROP. Donc, comment l'opérationnalisation se manifeste dans notre construction des discours. Donc, on a fait effectivement un discours managérialiste, et dans la littérature, ça revient à être sur un discours qui va être flouté, avec des phrases longues, des énumérations, l'usage de signes autoréférents, tout ça qui va être finalement assimilé à de l'expertise. On va faire appel à la rationalité, donc ça a déjà été mentionné. Et nous, ça peut donner une phrase avec « toute personne raisonnable admettra que, et par conséquent, il est nécessaire de ». Dans les résultats, au niveau de la réception, on voit effectivement qu'on a un premier participant qui identifie cette idée de vouloir nous faire comprendre quelque chose. On n'est plus sur un discours politique, c'est un discours qui essaye de nous faire comprendre quelque chose. On a le deuxième participant qui mentionne aussi la question finalement de l'expertise perçue de la source, sur l'idée qu'il y a au moins en tout cas un peu de connaissance derrière ce discours. Et le premier univers de référence, et de loin sur ces deux entretiens, c'est la santé, c'est-à-dire que les participants parlent du discours, donc là effectivement comme là on a sur le lien univers de référence avec les autres univers de référence, on parle effectivement du contenu, du sujet d'expertise entre guillemets de la source. Quelque chose qu'on ne va pas retrouver sur le polémique. Donc on a pour le polémique un discours qui se veut subjectif, comme on a dit. On va mentionner la source, avec une prise en charge du discours par le je ou un nous défini. On fait appel au pathos, c'est-à-dire qu'effectivement, on a un discours de l'affect, on mentionne le récepteur, on va recourir à des slogans, et sur la même présentation d'arguments, on peut retrouver, par exemple ici, « Vous reconnaîtrez, je l'espère, en tout cas, au sein de notre formation politique que je représente, nous sommes tous convaincus que oui ». Et là, effectivement, en la réception, on va retrouver déjà une mention en fait, de l'engagement politique du sujet, de sa subjectivité au niveau du politique, assez tôt pour le premier participant. Et sur le second, on a aussi cette idée qu'on a une personne qui a un avis subjectif, favorable donc à l'économie libérale. En termes d'univers de référence, on va avoir effectivement, comme premier univers de référence, la communication, c'est-à-dire qu'en fait, là, on ne parle pas uniquement du sujet du discours, mais aussi en fait de la situation de communication. Qu'est-ce qui a amené la source à avoir ce raisonnement, à proposer ces solutions-là? Ensuite, le discours managérialiste, donc c'est un discours qui se veut consensuel. Donc ça a déjà été mentionné, effectivement. On a une source et un récepteur qui va être inclus dans un nous impersonnel. On ne mentionne pas l'opposition. Donc ça va être ici, par exemple, chacun sait, soyons réalistes, sortons de... et on parle de notre sécurité sanitaire, voilà, au sens large. En termes de réception, on retrouve en fait une forme de brouillage idéologique avec donc un premier participant qui va placer ce discours comme étant centre droit, mais en même temps, il y a une volonté d'aider la population, sous-entendu potentiellement aussi un peu à gauche. Donc voilà, il y a cette idée-là. Sur le deuxième participant, là, on a clairement l'idée que je n'arrive pas à avoir une idéologie derrière. Et on retrouve, ce qu'on n'a pas pour le polémique, l'usage du pronom « nous » pour les participants. Et pas seulement pour citer des endroits du texte. C'est-à-dire que c'est aussi un usage « eux », ils s'approprient finalement aussi ce pronom. Pour le polémique, donc on a dit que c'est un discours qui se veut dissensuel. On va mentionner l'opposition. On est sur un discours qui présente une alternative. Donc là, effectivement, je parle de cela. Je ne doute pas que nos opposants pensent cela, etc., etc. Et là, on va avoir donc toujours, pour notre premier participant ici, qui va mentionner justement le parti politique, donc la subjectivité dissensuelle en fait, de la personne assez tôt, et qui en parle, même si il modère ses propos justement en disant que c'est modéré, en tout cas qu'il le perçoit comme modéré. Mais par contre, sur le deuxième participant, on a bien cette idée de « il parle selon une idéologie très marquée », donc là on retrouve cet aspect dissensuel. Et on va avoir notamment un usage du pronom « il » plus important, avec cette idée que c'est « il », la source et sa subjectivité
dissensuelle. C'est ça qu'on va parler finalement dans les entretiens. C'est de ça qu'on va parler. Et les participants relèvent tous les deux la mention des opposants. Alors, donc, pour le managérialiste, on a dit qu'on avait un discours qui exposait une action nécessaire à une cible passive. Donc, on a effectivement une action qui est présentée comme en train de se dérouler ou qui va se dérouler dans tous les cas. On est sur du futur, du présent, de l'infinitif, on n'a pas de conditionnel. Donc, il est impératif et un tel programme repose nécessairement sur ça. À la réception, on retrouve justement ce côté un petit peu nécessaire, ce côté descendant avec un discours qui serait un peu paternaliste, mais qui exprime ce que l'on pense de toute façon depuis déjà quelques temps. Donc le consensuel qui revient ici. Et on a aussi le deuxième participant qui nous dit qu'on a un discours qui amène tout le monde dans le même bateau, ce qu'on va retrouver avec les univers de référence pour les deux gens, donc tout le monde, et nous, qui vont être passifs. Passifs dans le sens où ça va être soit des actants qui regardent, par exemple, qui regardent les choses se faire, ou des actés, tout simplement. Au niveau polémique, on a une action qui va être présentée au conditionnel. La cible, elle est active parce que c'est une action qui demande un choix. On va voir ici, par exemple, ce que nous proposons peut être discuté, il s'agirait de cela. Et à la réception, on va avoir un premier participant qui nous parle de comment mettre en place la solution, dans l'idée que c'est une première idée, que c'est à discuter, à réfléchir sur comment ça peut être fait. La deuxième personne qui va nous dire quand même que c'est quelque chose de difficilement attaquable, parce que le discours est cohérent, mais en fait, on peut dire qu'on n'est pas d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, dans le discours, il va mentionner l'idée que les postulats sont expliqués, donc il peut être en désaccord avec les postulats. Effectivement, ce n'est pas quelque chose qui est mentionné dans la réception du managérialiste. Et comme ça a déjà été un petit peu évoqué avant, on a un lien avec l'univers de référence cognition, genre, donc notamment la source, et la santé. Donc on a une discussion sur le contenu de la réflexion, on a un contenu des entretiens sur la réflexion de la source, et notamment ses influences au niveau de la pensée. Il va y avoir par exemple une mention des lobbies ou des choses comme ça. Donc, en conclusion, on a une mise en scène qui semble influencer la réception des discours chez nos sujets, avec un managérialisme qui semble pouvoir dévier un sujet explicitement politique, puisqu'on leur dit que c'est des discours politiques qui ont été prononcés dans le réel, vers un sujet d'expertise. Est-ce qu'on n'aurait pas, c'est un peu une question, mais une mise en scène discursive de gestion dépolitisante? Et donc, on a finalement pas mal de pistes pour la suite. Donc effectivement, augmenter l'échantillon pour améliorer les discours et peut-être aussi avoir des questionnements autour des variables individuelles qui favorisent l'adhésion. Et sur ces 2 jours, ça a aussi ouvert d'autres pistes, comme effectivement a pu être mentionnée la notion de structure clivée, qui a l'air assez intéressant, que ce soit pour la construction des discours, peut-être voir s'il y a des choses comme ça dans le managérialiste versus polémique, mais aussi l'usage d'Iramutek, qui a l'air d'être assez intéressante pour l'analyse de discours. Donc, c'est fini. Merci beaucoup à vous et pour votre attention. Bien, merci pour votre présentation. Le timing n'est pas parfait, mais c'est pas mal. Donc, on a un peu de temps pour des questions. C'est vraiment une question qui a un pas de côté, mais qui est... Depuis tout à l'heure, j'écoute et je ne peux pas m'empêcher de penser à Jean-Léon Beauvois et à ces 3 formes de traité de servitude libérale, je ne sais pas si on a le terrain commun là, du coup, et aux cautions. Voilà, l'exercice libéral du pouvoir, autoritaire, qu'il a beaucoup opposé, et puis l'exercice totalitaire du pouvoir qui est décrit dans le traité de servitude et qu'on ne retrouve pas dans ses travaux ultérieurs. Mais là, dans l'opérationnalisation que tu donnes du managérialisme, j'ai l'impression qu'on retrouve un mélange des deux. C'est-à-dire la caution autoritaire, ce que tu dis, voilà. Alors là, non, si tu reprends dans l'ordre, l'action nécessaire, c'est la caution autoritaire, et puis l'objectif consensuel, l'appel à la cause commune, comme étant une caution plutôt totalitaire du pouvoir. Et je ne sais pas si tu connais, si tu connais pas, laisse tomber la question, mais si tu connais les travaux de Jean-Léon Beauvois, et puis si tu peux situer un tout petit peu ces référents en termes de pouvoir parce que j'ai l'impression que c'est un discours de pouvoir en fait qu'on lit là, plus qu'une dépolitisation de. Enfin, c'est une impression. Voilà,
Oui, tout à fait. C'est ce qui a pu être abordé du coup dans la communication précédente. On est sur un discours de gestionnaire, de personnes qui détiennent du pouvoir. Et c'est justement ce côté effectivement d'une cible qui va être passive, puisque nous, en tant que récepteurs, on ne peut que appliquer des choses qui ne peuvent pas être faites autrement. Donc l'exemple pour la réforme des retraites est super. On n'a de toute façon pas de choix en fait de ne pas l'appliquer. Et je crois qu'il y a une... Alors, effectivement, je connais le livre, le traité de la servitude libérale. J'ai jamais pu le lire, malheureusement, impossible de se le procurer. Donc, c'est intéressant. Mais l'idée et la posture dans laquelle on est actuellement, effectivement, c'est on a construit cet objet en constatant effectivement que c'était principalement issu du monde politique, en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait la source de l'abbé ou de Abdel Naïm Hassem, qui sont des études de discours présidentiels, notamment depuis De Gaulle. On fait des comparaisons qui datent de Gaulle, afin d'essayer de construire un peu ces différences. Mais la raison pour laquelle, dans la communication d'Odile, justement, on évoquait un corpus qui était très varié, c'est parce que ça, c'est l'intérêt de lire Klikauer, pardon. C'est que lui montre dans son ouvrage que cette langue en fait de la gestion, cette langue de la gestion se retrouve de plus en plus en fait dans tout un tas d'organisations qui ne devraient pas justement l'adopter. C'est pour ça qu'on a pris par exemple les ONG qui ont été des terrains très propices, qui normalement ne devraient pas chercher le profit particulièrement, ne devraient pas avoir cette orientation dépolitisante de leur action, mais le font tout de même. Ou qu'on a pris l'exemple des universités qui vont faire la même chose. Il avait plein d'autres exemples concernant les hôpitaux qui nous semblaient intéressants. Et je pense que la prochaine étude que personnellement je souhaite faire à ce sujet, c'est sur la question de la sphère familiale, en particulier sur la nouvelle justification du patriarcat, dans le sens où on a vu une forme de néo-masculinisme émerger, qui adopte justement ce style de langage, dans le sens où maintenant l'homme doit gérer, non pas parce qu'il est un homme, mais parce qu'il serait plus compétent que la femme à gérer. Bref, c'est justement un concept qu'on essaye de construire et dont on essaye de voir à quel point est-ce qu'il pourrait s'être étendu dans la vie sociale. Bien. Mais s'il n'y a pas de questions, je suis obligée de clore cette séance. Et je vais laisser la parole aux gentils organisateurs. Donc on va conclure ces 2 jours. Ouais. On va conclure ces 2 jours de colloque qui ont été assez riches. On va être nous-mêmes assez brefs parce que de fait, on a déjà beaucoup parlé, on a déjà beaucoup dit. Et sans doute, donc, ce sera l'occasion, au moment où nous allons échanger sur la suite, que peut-être vous allez pouvoir vous exprimer. Alors, on a un peu réfléchi à ce qu'on pouvait, à ce que ces discussions pouvaient donner en termes de production et de coproduction, pas simplement une production qui serait une production académique, mais aussi derrière une réflexion autour de ce qu'est le langage, la communication, qu'est-ce qu'on peut en faire, aussi comment on peut valoriser nos travaux sur langage, communication, discours, et aussi faire en sorte d'ouvrir la voie aussi vers une autre approche de la cognition sociale ou la scène sociale, pas simplement au travers de mesures classiques
d'échelle d'attitude ou d'analyse de représentation, mais bien une perspective intégrative comme le propose le langage. Alors, effectivement, par rapport à toutes ces réflexions, je vous avais annoncé en préambule qu'il y aura bien évidemment, comme on l'a vu, des vidéos sur YouTube qui vont être présentées, fractionnées aussi conférence par conférence. Comme ça, vous pourrez valoriser vous-même toutes les présentations que vous avez faites. Il y aura également, on avait dit, un ouvrage qui va permettre de rendre compte de tout ce qu'on a produit ici pendant 2 jours. Mais on voulait vous soumettre un peu une perspective encore plus, à plus long terme et peut-être plus ambitieuse que celle-là. Alors c'est vrai qu'on est beaucoup moins nombreux là, mais on va rédiger quelque chose. C'est finalement de partir sur un peu ce qui a été fait dans la collection Cousset-Delva, la série qu'on appelle Cognition, conduite sociale, qui a été amorcée par Beauvois, Joulet et Monteil en 1987, et qui portait, pour le premier volet, sur les théories implicites de la personnalité et les conflits cognitifs. Les plus anciens s'en souviendront. Moi, je me souviens encore de cet ouvrage un peu comme un étant un démarrage. Et la question serait un peu de partir sur ce genre d'ouvrage pour ce qui concerne le langage. Et donc, d'en faire un peu un fer de lance pour montrer qu'on peut traverser toute la psychologie sociale et même au-delà, à travers des indicateurs langagiers qui permettent de faire un contrepoint plus qu'élégant à ce qu'on fait dans les échelles quand on mesure quantitativement des attitudes ou des représentations. On avait pour idée de le faire aux éditions universitaires de Dijon. On n'est pas fermé à d'autres possibilités, mais en off, je peux vous dire que déjà, on a commencé à réfléchir avec justement des personnes qui sont en charge de réaliser ces collections et dont on a déjà quelques pistes. Voilà. Donc, ce sera un peu l'occasion de dire ce que vous pensez de ce genre d'initiative et est-ce que ça vous paraîtrait une bonne chose. Oui, alors peut-être pour les plus jeunes, ça vous évoque rien, mais ça a été une série d'ouvrages que tout le monde attendait tous les ans et qui a permis de développer pendant 10 à 15 ans des courants de recherche en France qui, à mon avis, n'auraient pas pu se développer autrement dans des revues classiques. Tout ce qui tourne autour de... Alors, je ne vais pas citer tous les travaux, mais la norme d'internalité, ça s'est beaucoup développé autour de ces tomes. Voilà. Les travaux aussi sur le langage, mais sur aussi l'éducation, les travaux qui se sont menés à Clermont. Enfin, il y a eu beaucoup de courants de recherche qui, à mon avis, se sont développés dans ces ouvrages, qui étaient des ouvrages à cheval. Il faudra faire évoluer le format entre la revue et puis l'ouvrage, mais je dirais à la rigueur, on peut aussi penser à des choses plus ouvertes, à d'autres aspects du langage que ceux qu'évoquait Edith, et pourquoi pas ouvrir aussi sur des formes d'analyse de discours qui sont peut-être un peu moins franco-françaises. Enfin, on peut réfléchir à tous les formats possibles. L'idée, c'est, vous le voyez bien, vous le sentez bien si vous êtes un peu spécialiste du langage, c'est très difficile d'aller valoriser nos travaux dans les revues classiques parce que c'est pas le mainstream, tout simplement. Et donc, l'idée, c'est de construire ce qu'on disait hier soir, c'est-à-dire une continuité aux travaux sur le langage à travers cette revue, cet tome, cette collection qui pourrait sortir tous les ans et qui pourrait présenter les travaux qui sont menés en France ou ailleurs sur ces questions de l'usage du langage sous ses différents aspects. Voilà. Donc l'idée, c'est, si vous êtes intéressé, on constitue une équipe et puis on mène le projet, tout simplement. Là en l'occurrence, il y a déjà des choses avancées, on a déjà des idées sur l'éditeur, sur la façon de s'y prendre. Comme travail éditorial, ça sera un travail qui sera à co-construire, mais qui peut être assez semblable à ce qui se fait dans beaucoup de collections. Voilà, donc à vous de voir si l'idée vous intéresse et puis de se rapprocher de nous. On va communiquer sur la suite du colloque très prochainement, à voir si ça vous intéresse et même au-delà des personnes présentes, si vous voulez participer à cette idée, à ce projet, voilà, tout simplement. Je voulais aussi en profiter, il y en a 2 là, il y en a 3,
mais il y en avait d'autres. Je voulais tout particulièrement remercier les étudiants qui sont là, et puis le personnel, enfin nos secrétaires, qui sont là en off dans la préparation depuis des mois de ce colloque, et qui n'étaient pas là en off d'ailleurs. Jérémy a été modérateur aujourd'hui, mais je veux dire, vous les avez vus. Je ne sais pas si vous mettez des noms dessus, mais vous les avez vus. Et je pense j'aimerais qu'on les remercie particulièrement parce qu'ils ont été la cheville ouvrière de l'organisation de ce colloque. Peut-être à vous de réagir par rapport à cette proposition. Il y aura l'ouvrage donc sur les actes du colloque, on va dire ça, c'est traditionnel par rapport à l'histoire de ce colloque, mais on peut aller bien au-delà et essayer de... C'est la suite de la conversation d'hier soir pour ceux qui étaient là, d'essayer de faire vivre allez, on va dire la psychologie française du langage, appelons ça comme ça. Mais non, mais je veux dire... Alors, précaution langagière. Un courant qui existe en France, qui a été reconnu, et qu'on ne veut pas voir disparaître, mais qui peut s'ouvrir à d'autres perspectives culturelles que la nôtre. Voilà. Ça vous va mieux. Donc oui, il est bien question de montrer le caractère international de nos travaux et pas simplement de défendre une psychologie sociale française, mais par contre de lui laisser la place, oui, bien sûr, et de considérer aussi le langage, le discours, la communication comme un matériel ou un matériau qui est digne d'intérêt, en traversant différents courants de la psychologie sociale et en montrant que ce qui est mesuré permet justement, avec des indicateurs dont on a dit qu'ils pouvaient échapper au sens classique analysé par les linguistes et pouvoir aller au-delà, donc ces fameux marqueurs langagiers. Et il y a des travaux, évidemment, en France, mais il y a des travaux, bien évidemment, nord-américains, tout à fait. Donc il ne s'agissait pas de rester franco-français, ça, ce n'est pas l'objectif. Ouais. Je vais me répondre, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire simplement, c'était l'idée que, dans la continuité de la conversation d'hier soir, il y avait quand même un constat que les travaux sur le langage en France avaient été, on va dire, plus fréquents à une époque, et qu'on se posait la question de savoir comment faire en sorte que ça perdure. C'était ça mon propos, uniquement. Ce n'était pas de fermer, du point de vue des catégories, les possibilités de créer un contenu, tout simplement. Peut-être votre réaction, si vous avez envie d'y réagir, envie de rebondir sur cette proposition. Ah! Bon, oui, là, tout le monde m'entend. Nous sommes des Canadiens, des Québécois, et nous avons vraiment misé sur le fait de venir vivre une certaine forme de paradis. Et moi, personnellement, je me suis retrouvé une âme très, très épanouissante en vous écoutant tous. Je vous remercie beaucoup pour les échanges que j'ai eus. Ça m'apaise, ça va même jusqu'à m'apaiser de voir, sans trop élaborer, mais j'ai une vision assez systémique au sens de Bateson, si vous connaissez un peu l'auteur comme tel. Et puis, dans sa conception, on ne peut pas exister si on n'établit pas de relation avec autrui, peu importe la subjectivité qui nous habite. Pour qu'on puisse exister, on doit être en interaction les uns et les autres, et ça doit être constructiviste. Et une des raisons qui m'a amené aussi à venir, c'est que j'éprouve une tristesse mondiale. Je ne suis pas un politicien, mais excepté ce que je regarde sur le plan humain, on a beaucoup de difficultés à dialoguer les uns avec les autres. Et mon travail de psychologue, moi, quand je travaille comme psychologue, j'ai travaillé dans des milieux pénitentiaires. Ça a toujours été de tendre la main à celui qui fait quelque chose pour tenter de le ramener sur le dialogue. Et les interventions que j'ai faites ont toujours débordé le cadre de la relation individuelle. Et en venant vous voir, vous m'avez convaincu qu'il fallait que chacun d'entre nous fassions l'effort de composer avec la divergence humaine, tant sur le plan interpersonnel, personnel,
Et bon, jusqu'au plan mondial comme tel. Et je vous remercie pour... Mon épouse aussi, elle a grandement profité par son écoute de votre présence. Ah bon, là, j'arrête. Il nous restera quand même à réfléchir sur le prochain lieu de notre colloque. Donc effectivement, on l'a vu, il y a eu donc Paris 8, il y a eu Tarbes, enfin il y a eu Dijon, Tarbes, Metz et à nouveau Dijon. La question sera aussi de se poser, savoir le prochain, où est-ce qu'il pourrait avoir lieu. Et voilà, il y a des ouvertures possibles. Vous avez vu que j'ai un regard insistant des fois. Mais en tout cas, il y a des possibilités. il y a à réfléchir un peu à l'endroit où on pourrait abriter. Le Canada, voilà. Montréal est une ville super. Ça peut être effectivement Montréal. C'est en fait la question de savoir un peu programmer un peu pour donner un rythme qui donnerait aussi ce rythme à cette collection qui serait sans doute plus stimulant si on a à chaque fois un colloque qui est identifié tous les 2 ans. Voilà. Et ça nous laisse une certaine souplesse dans l'organisation et en même temps un rythme qui permet de dire, on peut enchaîner une année l'ouvrage, une année le colloque, etc. Et tout ça ira assez bien. Sinon, c'est vrai que si on ne part pas sur l'idée de prévoir le prochain, parfois on laisse passer du temps et c'est ce qu'on a fait parfois. Voilà, laisser passer 3 ans, 4 ans. Voilà. Donc, on remet un document qu'on va vous envoyer qui va résumer un peu tout cela et puis notamment ces propositions qu'on vous fait. Et voilà, on reviendra vers vous d'une manière ou d'une autre pour obtenir votre assentiment, si vous êtes d'accord, pour qu'on parte là-dessus. Voilà. Juste une petite question. Pour l'ouvrage, est-ce que vous avez prévu... un timing ? Oui, ou quelques indications sur la manière dont on peut organiser. Oui, alors l'idée était que les textes soient rassemblés pour 2025 avec une parution. En tout cas, moi j'aimerais bien une parution en 2025 pour bien faire, assez rapide parce que ça permet de rentrer dans ce rythme-là. Donc au plus tard, les communications sont faites, alors il faut des chapitres maintenant. Ça, c'est un petit peu de travail. Ça peut être début 2025 et puis fin 2025 au plus tard, qu'on ait les textes rassemblés de façon après à partir sur une édition. Le précédent est 2021. Donc voilà, ce serait bien de pouvoir avoir un 2025-26 au plus tard pour la parution effective. 2022 22, pardon, excuse-moi. 22, exact. On a mis 2 ans, presque 3 ans. C'est-à-dire que il y a eu le Covid. Et c'est ça. C'est ça. Et ça prend du temps. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça que si on avait les textes pour début 2025, on pourrait penser 2025 ficeler l'ouvrage. Et oui. Ils feront pas paraître un ouvrage fin d'année, mais début d'année suivante, mars-avril, c'est généralement les calendriers qu'ils adoptent. Et donc du coup, ça ferait du 2026. Voilà. Donc ce serait ça. Et pour le format, ce serait un peu ce qu'on a fait pour le précédent. Voilà. Donc là, par contre, on a les caractéristiques éditoriales. Donc on reviendra vers vous pour ces formats-là. Et après, les choses devraient être assez facilement calées. Donc il y a Odile. Pardon. Oui. Isabelle. De la série que vous envisagez, de la nouvelle collection, ou ça serait le dernier ancienne formule avant d'instaurer? Alors l'idée, ce serait dans la continuité, puisque le précédent est déjà aux éditions universitaires de Dijon. Le précédent coordonné par Marie-France et moi-même. Et cela serait le suivant, mais qui serait en fait une première ouverture. Et après, on partira sur une collection plus thématique. C'était ça l'idée. Plus thématique que là. C'est pas thématique, c'est finalement, il y aura des thèmes à l'intérieur de l'ouvrage, mais l'ouvrage n'est pas thématique.
l'idée, c'est que quand on rentrera dans notre rythme de croisière, on aura des thématiques et là, du coup, on pourra mettre en avant nos capacités à répondre à ces thématiques. Parce que ça, c'est par contre des choses que clairement sont entendues par la communauté scientifique, de pouvoir aligner plusieurs études, plusieurs... voilà. Voilà. Ça sera vos travail éditorial. C'est ça. Et puis de programmer une série. Donc du coup, de dire, voilà, telle thématique, telle année, telle thématique, telle année. Donc une vraie programmatique. Pour que tout le monde puisse avoir sa place aussi. C'est ça. Donc c'était avec cette idée-là. Ça nous donnera une très grande visibilité, hein, ça c'est clair. Oui. C'est ça. Alors on est en train de mettre au point les aspects opérationnels, mais voilà, ça ne nous paraît pas infaisable. Après, il faut que le challenge soit accepté par les éditions universitaires de Dijon, les risques, etc. Mais a priori, on pourrait le faire. Ouais. Et après, il n'y a plus qu'à nous emparer de cela. Parce qu'il faut des textes, il faut des... Voilà. Exactement. Pour moi, c'est là qu'il est l'enjeu, c'est-à-dire, on sait très bien, vu les pressions qu'on subit au quotidien, on se posera le choix de savoir si on envoie nos recherches sur une collection comme celle-ci ou sur les revues classiques. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y avait une réflexion à avoir à ce niveau sur qui veut s'engager. Voilà. Si on veut que ça vive et que ça soit un projet viable, il faut qu'au départ, on sache qu'il y a un besoin, tout simplement. Enfin, je ne vais pas le dire comme ça, mais quand même, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je pense qu'on est tous convaincus de l'utilité, mais il faudra qu'on l'alimente, cette collection. Puis après, la question aussi de la langue. Enfin, il y a des choses... Pour moi, il faut constituer aussi, au départ, peut-être un petit groupe de projets qui puisse s'interroger sur les questions un peu fondamentales, la langue, la périodicité, le fonctionnement. Enfin, voilà, il y a quand même des choses sur lesquelles il faut discuter et réfléchir un petit peu. Mais là, c'est un appel à projet à constituer ce groupe. Donc, on peut clore... cette discussion, voilà, c'est une amorce, hein, et on reviendra vers vous. Mais c'est vrai que la question de savoir si on publie dans une revue classique ou si on publie dans l'ouvrage, ben, ça sera peut-être des choix à faire. Et peut-être pour pouvoir assurer qu'il y ait des personnes qui lisent les ouvrages, il ne faudra pas forcément se dire qu'on a publié avant... il y a 1 an, 2 ans dans une revue, qu'on n'a pas voulu attendre le train qui arrive par l'ouvrage en question. Voilà, ce sera des petites questions qu'on se posera au niveau individuel, mais on peut avoir une prise de position collective en disant qu'a priori, on est plutôt sur cette ligne conductrice et que parfois on peut y échapper pour un chapitre d'ouvrage en disant voilà, on ne le fait pas là, mais il faut assumer que ce sera quelque chose qui sera individuel. Voilà. Merci.